savoir avec Federica. À 10h20 sur l'antenne de La Première et chez vous, troisième heure, on va parler de clim, on va continuer de parler d'autres maisons habitat puisque nous sommes mardi et on va parler adaptation voilà, de cette maison. On a avec nous l'ADEME, on a avec nous l'ADEAL. Ben oui, mais c'est pas grave, vous m'entendez pas là, c'est vrai. On a avec nous voilà l'ADL, on a avec nous également bien l'association Stratégie Résilience et on retrouve donc ce rendez-vous du premier mardi du mois pour vous accompagner en tant que propriétaire, locataire, mais aussi constructeur. On aura aussi Hervé Etilé, consultant BTP, pour parler de cette thématique, la maison sans clim, maison sans climatisation. On est là dans le champ d'action et de compétences effectivement de l'ADEME et on a beaucoup parlé de la chaleur, l'augmentation des températures chez nous. Quand on dit que ça prend 1 degré, bah 1 pour nous c'était rien, mais on sent bien que même si on a pris plus que 1, on a atteint les 2, peut-être même plus ou pas loin, mais en tout cas on sent que la chaleur elle est bien présente, nos murs sont chauds et donc on va forcément se tourner vers des dispositifs de rafraîchissement et on va voir quels sont les meilleurs, ce qu'il faut choisir pour rester dans la bonne lignée, voilà, d'un avenir durable. 10h21, ils sont bien installés. Je leur donne la parole dans quelques instants. Voici des messages pour vous. Du lundi au vendredi, 18h-21h, c'est Amplitude. Amplitude, le rendez-vous entre l'art et l'entrepreneuriat. Créativité, réussite, audace, tranche de vie. Amplitude, du lundi au vendredi, 18h-21h, avec Renaud sur Martinique la Première. Invitée ce mardi 1er octobre, Emeline Lauréane, chanteuse du groupe Zamba. Réduire votre exposition alimentaire à la chlordécone, c'est possible. Pour bien cultiver et consommer les produits de votre jardin en toute sécurité, demandez un diagnostic de sol de votre terrain pour savoir s'il est chlordéconé. C'est gratuit. Appelez vite le 05 96 50 33 44. 63 23 23, mieux vaut le savoir. Et c'est parti pour notre troisième heure et dernière heure. Allez, on est avec nos invités. Bernard Planchet, on le présente quasiment plus, venu avec nous pour développer avec votre antenne, sur notre antenne, les 3 aides possibles pour l'habitat, les aides de l'ANA. On en a vu 2. Tout à fait. Il en reste une 3e. On va la présenter dans quelques instants. Théo Desmarais nous a rejoint. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous. Vous allez nous faire prendre conscience qu'en Martinique c'est possible, une maison sans clim. On va déjà parler de nos habitudes, nos comportements, des tendances. On fait un petit constat état des lieux de ce qu'il y a aujourd'hui sur notre sol. Et puis peut-être nous démontrer qu'il est possible effectivement de vivre dans un pays chaud, humide, sans forcément mettre 4 climatisateurs. Parce que maintenant on en est à ça. Avant on en avait un, maintenant il y en a un par chambre. Un pour le salon, un pour le bureau, il y en a souvent 3 ou 4 dans une maison. Martine Lheureux, bonjour. Bonjour. Vous revenez avec nous. Finalement, c'était pas mal mardi en septembre. Exactement, c'était génial. Donc je suis avec grand plaisir, immense plaisir avec vous. Et donc, vous êtes là aussi, toujours, on va rappeler, avec le collectif Stratégie Résilience, donc qui s'occupe du climat, la prise de conscience du climat et des limites planétaires. Et des enjeux associés. Et vous êtes là pour proposer aussi, pour réfléchir et des fois proposer des solutions, des idées, des orientations. D'abord remettre pourquoi on fait tout ça.
parce que c'est important de se rappeler de pourquoi on fait tout ça et à quel terme ça doit correspondre aussi. On ne fait pas tout ça seulement pour l'immédiat, mais aussi pour que ça dure et que ça protège la santé humaine. Donc voilà. Et à quel point ça se dégrade. Donc dans quelle vitesse il faut accélérer le fait de faire tout, d'aborder tous ces sujets. Et ensuite, effectivement, une fois que je pense que c'est seulement quand on a bien compris le pourquoi est-ce qu'on fait tout ça. La systémique aussi du problème, c'est-à-dire que c'est pas un seul problème, mais une immensité d'enjeux auxquels on doit faire face et pour lesquels on doit se protéger. Et ensuite, faire des choix. Des choix de vie, des choix de société, des choix de vie individuelle, des choix de vie plus résilientes et qui s'adaptent. Faites l'éducation. Là, un quatrième invité avec nous, il est là depuis le début de ce rendez-vous BTP donc dans MVLS. C'est Hervé Tillet, consultant donc BTP, un professionnel qui est avec nous et qui nous écoute, peut-être depuis un chantier, mais en tout cas son intervention se fait par téléphone. Hervé Tillet, bel bonjour. Bel bonjour la Martinique, bel bonjour les artisans du BTP. Effectivement, je suis sur le chantier ce matin et malheureusement, je n'ai pas pu entendre l'intégralité de vos propos, mais je sais qu'il s'agit de maisons bioclimatiques, de construction bioclimatique, c'est ça? Oui, absolument. On est dans la maison sans clim, sur la maison sans clim aujourd'hui. Et c'est peut-être pas, effectivement, les entrepreneurs, ils doivent... Enfin, on va voir avec vous. Vous allez donner votre point de vue là-dessus. Vous n'êtes pas installateur de climatiseurs, mais en tout cas, vous allez pouvoir nous dire comment est-ce que vous projetez ou comment vous envisagez aujourd'hui la construction, que ce soit en termes de matériaux ou d'autres, pour nous aider à réduire ce type d'équipement. Avant, la troisième aide que nous devons voir, est-ce qu'elle est justement... Alors, on a vu, on a parlé de MaPrimeRénov' par geste, en rénovation énergétique. On a également parlé de MaPrimeAdapt' pour l'adaptation des logements à la perte d'autonomie et au handicap. Et effectivement, il y a une prime à l'amélioration de l'habitat délivrée par l'ANA qui est réservée aux propriétaires bailleurs en outre-mer, des propriétaires qui louent leur logement, pour faire des travaux, pour participer, les aider à faire les travaux d'amélioration de l'habitat. Alors il y a, comme toutes les aides, j'allais dire, des conditions. Ouais. La première d'entre elles, c'est que le logement doit être réalisé, lui, cette fois depuis 15 ans, à la date où on accorde la décision de subvention. Il faut qu'il y ait effectivement un niveau de dégradation minimum, mais en général, quand on fait appel à l'aide de l'ANA, il n'y a pas trop de soucis. En général, il y a un niveau de dégradation, même maximal. C'est pas pour souvent. La peinture en général. Ouais. Voilà. Et puis, il y a, j'allais dire, des taux d'aide maximaux selon justement, plus c'est dégradé, plus on a des travaux dits lourds, plus on a des travaux importants à faire, plus le taux est élevé. Le taux max, c'est 50%. Pour des travaux de moins de dégradation, c'est 25%. Il y a des plafonds de travaux, là aussi, je ne veux pas noyer les auditeurs avec les chiffres. Et puis, le montant au final de l'aide dépend de la surface du logement. Alors, pour les propriétaires qui louent, il y a des engagements, notamment de louer pendant 6 ans à titre de résidence principale. Au sens de l'ANA, c'est au moins 8 mois par an, donc ça exclut de fait, j'insiste, sur tout ce qui est location saisonnière. L'ANA n'est pas faite pour rénover des logements pour louer en saisonnier, c'est bien à titre de résidence principale. Et ces publics locataires doivent respecter des conditions de ressources. Il y a 3 plafonds de ressources. Voilà. Okay. En tout cas, on se rapproche, on se retrouve dans ces 3 aides vous intéressent, vous êtes concerné par ces publics, on se rapproche, on le rappelle encore une fois, de la DEAL. Vous avez laissé 2 numéros de téléphone, est-ce que ce sont ceux-ci qu'on pourrait rappeler, pour ceux qui n'ont pas noté tout ce qui a été dit ce matin ou qui seraient intéressés, ce sont les numéros que vous aviez proposés? Oui, c'est les numéros de la délégation 59 territoriale. 57 voilà. 11 pour le premier, ou encore le deuxième 59 57 28. Voilà. 10h29 jusqu'à 11h avec nos invités. Vous pouvez intervenir au 63 23 23. Théo Desmarais, on a beaucoup parlé justement du contexte actuel en rappelant que nous avons chaud aujourd'hui en Martinique, qu'on est dans la semaine bleue, que les personnes âgées qui vivent chez elles, que nous maintenons à domicile, ont très très chaud, et c'est pas peu de le dire. Tout à fait. Et le but aujourd'hui justement de parler de la maison sans clim, en fait j'ai 2 objectifs avec ça. Alors, mettez vos documents là, un peu à droite, comme ça vous allez, ne pas me tourner le dos, et n'hésitez pas à nous informer. Donc, j'ai 2 objectifs aujourd'hui et 2 sujets que j'aimerais aborder. Le premier, c'est qu'on peut faire une maison confortable sans climatisation, ça c'est le premier. Et le deuxième, c'est que
Au-delà de l'aspect de confort, avec nos équipements aujourd'hui, on a une consommation d'énergie très conséquente qui est grandement liée à nos usages. On peut parler du froid alimentaire, de nos frigos, de nos congélateurs qu'on a tendance à accumuler. On a aussi cette question des usages, au-delà du simple confort, qui fait qu'on a un fort besoin sur le réseau électrique. Ouais, on utilise le foie que pas pour rafraîchir l'air, mais pour beaucoup d'autres usages, utilisations, qui sont même des fois plus essentiels peut-être que rafraîchir l'air. Mais bon. C'est ça. Donc tout ça s'attire sur l'électricité, donc ça nous coûte, puisqu'effectivement faire du foie, on utilise du chaud, souvent pour le faire, et notamment de l'électricité. Et ça nous coûte à la nature, à la terre et à nous-mêmes. C'est ça. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en Martinique, de façon plus générale, dans ce qu'on appelle les zones non interconnectées, donc les zones dont le réseau électrique est indépendant et pas connecté à d'autres territoires, on a l'objectif d'ici 2030 d'atteindre 100% d'énergie renouvelable. Cet objectif sera facilité si on réduit nos consommations d'énergie de façon collective. Mon but, c'est pas de dire aux auditeurs et aux gens ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire, c'est d'amener une prise de conscience collective sur le fait que si on réduit collectivement nos consommations d'énergie, on va faciliter nos objectifs de 100% énergie renouvelable en 2030, et donc de réduire notamment notre dépendance aux importations en énergie. Donc alors 100% d'énergie renouvelable en 2030, ça veut dire que quand je vais mettre ma clim ou ouvrir mon frigo ou allumer ma lumière, etc., le courant qui va donc les alimenter ne viendront pas de la centrale électrique d'EDF Bellefontaine comme on la connaît aujourd'hui. C'est ça. Ça parle aux gens. Hein. Exactement. Oui. Aujourd'hui, c'est vrai que environ 70% de notre consommation, enfin de notre production d'électricité vient d'énergies fossiles qui sont importées, ne sont pas produites en local, et on a donc une dépendance aujourd'hui sur le point de vue énergie. Et on sait que ce pétrole, ça nous coûte cher. Aussi, et on sait qu'il disparaît, et on sait que ça fait du mal à la terre. Tout à fait. Donc on a tout intérêt à aller vers une transition. C'est bien ça le point. Simplement, cette transition sera plus simple si on réduit les consommations d'énergie. Puisque si en même temps qu'on va vers de l'énergie renouvelable, on démultiplie nos consommations d'énergie, ça va être compliqué de faire le tout à la fois, on arrive dans un paradoxe. Ouais. Et notre façon de vivre est de plus en plus gourmande en énergie. Aujourd'hui en Martinique, on sait à peu près, en climatisation, on disait qu'on en a de plus en plus. On a des chiffres ? Vous êtes des gens de chiffres, vous. Alors donnez-nous des chiffres. J'ai pas le chiffre exact sur l'évolution, mais je sais aujourd'hui c'est environ 30 à 40% des ménages en Martinique qui sont équipés d'un climatiseur, au moins un climatiseur. On a une étude justement financée par l'ADEME sur 50 logements en Martinique qui a permis de sortir quelques statistiques. On a d'ailleurs fait une affiche grand public que vous pouvez retrouver sur la librairie ADEME. Donc c'est 30 à 40% des ménages qui ont un climatiseur, et ce climatiseur représente déjà tout de même 30 à 50% de la consommation d'électricité de ces ménages. Waouh! Donc ça peut aller très rapidement, selon leurs équipements, leurs usages, etc. Mais ça représente une part non négligeable, c'est environ, on va dire, 120 € sur la facture d'électricité par an et par climatiseur. Mmh. Et on a une tendance à l'augmentation, maintenant je ne pourrais pas la chiffrer, mais on est certain que ça a un impact sur le réseau. Aujourd'hui, en l'état actuel, c'est déjà, si on fait des extrapolations, 6% de la consommation d'électricité en Martinique, nos climatisations dans les maisons. Rien que pour rafraîchir, quoi. C'est ça. Rien que pour faire que finalement, tu peux venir avec ta veste au travail. Moi là, vous voyez, j'ai les mains gelées et les mains dans les cuisses là, quoi. T'as froid, Martine, hein. Il fait froid, hein. Effectivement, il fait froid dans cette salle. Et justement, donc le premier point, c'est la climatisation a un impact, mais c'est aussi notre usage. Qu'on mette la climatisation à 25 degrés pour avoir une température convenable ou à 20 degrés pour dormir avec la couette le soir, comme on peut le voir chez certaines personnes, c'est pas du tout le même impact. Et dans les locations saisonnières qu'aime beaucoup Bernard Planchet. J'ai absolument rien contre les locations saisonnières. C'est comme ça. Elles ont toutes les clims. Et comme c'est pas chez nous, on est sous la couette. Moi, j'aime bien les comparaisons simples, on va dire, parce que si je vous dis une clim, ça consomme tant de watts, ça va parler à personne. Donc, je vais faire des comparaisons simples. Une climatisation, quand on la met à 20 degrés, c'est comme si on avait 8 personnes qui pédalaient pour nous pour la faire tourner en permanence. Donc, quand vous appuyez sur un bouton, on ne réalise pas, mais c'est comme si 8 personnes se mettaient à pédaler derrière. C'est quand même assez costaud. Donc ça, c'est pour la clim à 20 degrés. Maintenant, si on met la clim à 25 degrés, c'est pas pareil. Ça va consommer 1,6 fois moins d'électricité. Donc c'est comme si on avait 5 personnes. Donc on va passer de 8 personnes à 5 personnes. C'est déjà mieux. Quand même. Donc on a tout intérêt déjà à augmenter ce qu'on appelle la température de consigne. Donc mettre la clim à 25, 26, 27 degrés. Et le deuxième point, c'est on peut, et ça paraît paradoxal, mais on peut coupler avec un brasseur d'air. On a tout intérêt à mettre la clim de façon... à 25 et on met un brasseur d'air. Avec un brasseur d'air. Et on parle beaucoup de sensations, de ressenti, que ce soit au niveau de la chaleur ou que ce soit du frais.
C'est ça. En fait, le confort thermique, ce qu'on appelle le confort thermique, donc c'est le fait qu'on se sente bien ou non dans un environnement, est lié à plusieurs paramètres. Donc il y a la température, ça c'est une chose, mais il va y avoir aussi cette notion de ventilation, donc on a une vitesse d'air sur nous. Il va y avoir l'humidité, il va y avoir l'habillement aussi. Si on habille en manche longue ou en manche courte, ce ne sera pas le même résultat. Il y a un total de 7 ou 8 paramètres qui influent sur ce qu'on appelle le confort thermique, et la ventilation est un paramètre très important justement. C'est vrai. Ah bah dis donc, nous on peut pas faire autrement parce que nous, il y a aussi des usages qui sont obligatoires parce qu'il y a des machines, il y a des températures qui doivent être maintenues pour l'entretien de certaines machines, et puis des fois c'est parce qu'on n'arrive pas à la régler. Parce que des fois, il y a tellement de réseaux, puisqu'on est dans du collectif, des fois, même le technicien n'arrive pas à te régler la clim. Ça, c'est encore un autre problème. Eh oui, et il y a des problèmes de clim. Bernard est avec nous au 63 23 23. Un auditeur souhaitait intervenir. On va voir si c'est possible. Toujours pas. Bernard, il faut baisser le poste de radio avant de vous mettre à l'antenne. Déjà des réactions d'Hervé Étilé sur cette évolution en tant que constructeur, peut-être, de nos habitudes, de nos usages et de nos besoins. Oui, une évolution en termes d'orientation des maisons, ce qui se faisait avant, qui ne s'est pas fait pendant un certain temps. Et puis, à présent, on fait attention à nouveau à orienter et à organiser les outils pour qu'il y ait une circulation d'air suffisamment importante dans l'habitat. Maintenant, j'entends parler de clim qui consomme. Il y a des essais aujourd'hui dans notre profession. On ne vous entend pas super bien. Il y a des choses qui fonctionnent très bien en climatisation solaire. Donc, à voir de façon à pallier à cette consommation des énergies fossiles. Voilà. Alors, il y a l'orientation, on va revenir là-dessus, orientation du bâtiment. Si avant il n'y avait pas autant de clim, c'est peut-être parce que les maisons elles étaient quand même bien faites pour qu'on en ait moins. Orientation du bâtiment, on va peut-être parler aussi des matériaux. L'organisation aussi des matériaux, parce que les matériaux certes, mais la manière de les organiser de façon à créer, par exemple, en double paroi, ou alors avec... avant, ça se faisait beaucoup de mettre des pavillons au-dessus des toitures. Ça permettait d'avoir de la fraîcheur dans la toiture, d'éviter qu'il y ait l'absorption de soleil à travers le béton. Maintenant, il y a des matériaux beaucoup. Non, on vous entend pas bien, monsieur Étilé. Ça, il y a des coupures. Donc, je vais reprendre la parole quelques instants. Oui, on vous entend, mais pas bien. Je vais reprendre la parole parce qu'il y a des coupures. Mais en tout cas, on aura compris. Pour pallier à cette augmentation donc des installations de clim, on va donc penser à l'orientation, on va penser aux matériaux et aux techniques de construction finalement. On va demander tout à l'heure à Messier Étilé, mais pourquoi avant, puisqu'en tant que constructeur, avant il n'y en avait pas autant de clim, c'est bien parce que les normes de construction, les choix des professionnels ou des architectes nous ont amenés dans cette situation aujourd'hui. Vous êtes d'accord, Martine? On construit des boîtes, les boîtes carrées ou rectangulaires. On ne peut, sans ventilation, on ne peut que les climatiser, effectivement. Parce que, me semble-t-il, un soleil qui se lève à l'est et qui se couche à l'ouest, on le regarde, je pense. Il a changé peut-être de quelques petits degrés, même pas, mais franchement, ça fait des millénaires que c'est comme ça. Dans beaucoup d'endroits, c'est clairement, on ne regarde plus ça. On voit qu'on regarde plus ça. On va juste au matériau le moins cher, à la type de construction le moins cher. Alors, effectivement, l'appareil climatisation, il consomme beaucoup. Il émet surtout, il utilise un gaz à effet de serre hyper puissant, qui est près de 5000 fois plus réchauffant que le CO2 pour ces versions après 2020. Et si c'est avant 2020, c'est peut-être près de 25 000 fois plus réchauffant que le CO2. Et d'ailleurs, peut-être que les auditeurs qui nous écoutent ont peut-être rechargé la clim de leur voiture. Et si c'est le cas, cela veut dire tout simplement que le fluide s'est échappé dans l'atmosphère. Dans l'atmosphère, il a une durée de vie de près de 300 à des milliers d'années. Et donc, ça vient aggraver l'effet de serre. Et en fait, si on fait ça aujourd'hui, c'est pour la chaleur. C'est parce que cette chaleur, elle est juste en train de s'aggraver. Il y a un truc idiot là, juste avant, pour qu'on puisse bien comprendre. Et ça, toute personne qui a eu de la clim ou un bâtiment climatisé l'a vu. Il fait frais dehors, mais quand tu vas dehors,
autour de la machine là, qui rejette l'air de la climatisation, il fait pas plus chaud, il fait 4 fois plus chaud. Ce sont des îlots de chaleur urbains. Souvent, votre machine, elle est sur la terrasse. Il est impossible de rester sur la terrasse à l'extérieur quand la clim fonctionne à l'intérieur. Donc c'est ces fameux gaz. Ce sont des îlots. Oui, tout à fait. Et c'est en fait c'est la manière. Non, c'est pas spécialement à cause de ce gaz, c'est à cause du fonctionnement même de la climatisation. Et quand vous êtes en dessous, eh bien ça réchauffe encore plus l'air des personnes qui vivent en fait notamment dans les villes, puisque c'est dans les villes et dans les endroits sururbanisés. Faut se rappeler quand même que la chaleur c'est une des principales conséquences, une des graves conséquences du dérèglement climatique, et que la chaleur elle tue. Elle tue, on l'a vu par exemple, le pèlerinage à la Mecque, 1300 personnes qui sont décédées. En Inde, le nombre de personnes qui étaient décédées, les personnes étaient accueillies à l'hôpital avec des baignoires glacées pour pouvoir refroidir les corps. Elle tue rapidement ou elle tue de manière insidieuse. C'est-à-dire que, au fur et à mesure qu'on va avoir une activité physique dans la chaleur, on va détériorer les fonctions rénales. Et en fait, on remarque que sous nos latitudes, notamment, on voit que le nombre de dialysés commence à exploser du fait de la chaleur. Donc, elle me rend malade physiquement, mais elle rend malade aussi mentalement. Imaginez, vous avez passé une mauvaise nuit du fait de la chaleur. C'est clair et net que la journée, elle ne sera pas bonne. Donc là, en fait, vous pouvez me dire, mais Martine, du coup, c'est clair, mon besoin climat, puisque on est bien dormi. Sauf que, regardez, je vous donne 2 petits exemples qui sont bien parlants. Porto Rico, j'aime bien le prendre. 2017, cyclone Maria. 192 jours sans électricité, en blackout. 2017. 2024, donc quelques années plus tard, mars 2024, Porto Rico toujours. Une chaleur extrême, ok ? Mais des blackouts parce qu'ils ont remis leur système électrique, mais ils ne sont pas arrivés à le remettre à l'équivalent parce qu'on ne peut plus faire ça. C'est plus possible en fait. Et donc, des blackouts, ça veut dire que plus de moyens de se climatiser, plus même le moyen de se mettre un ventilateur. Donc en fait, si on n'a pas organisé à la fois l'urbanisation pour tout le monde et à la fois la maison et l'appartement pour que à l'intérieur on puisse vivre dans cette chaleur, mais ça devient étouffant, ça devient impossible humainement à vivre. Regardez l'ouragan Hélène. L'ouragan Hélène qui vient de frapper les États-Unis. En moins de 24 heures, il a tapé de catégorie 1 à catégorie 4. Ouais. En rentrant dans notre zone. Il est parti en fait du golfe du Mexique. Il a tiré sa chaleur des eaux super chaudes du golfe du Mexique et il est venu frapper les États-Unis. En moins du matin à l'après-midi, il est passé de catégorie 2 à catégorie 4. 2 700 000 personnes sans électricité. Ok, et vous avez vu la chaleur qu'il fait. C'est à peu près, c'est un petit peu plus haut, mais c'est à peu près les mêmes choses qu'ils subissent. Oui. Donc, en fait, ce qu'il faut voir, en fait, c'est qu'on ne fonctionne pas à univers équivalent. On fonctionne dans un déséquilibre climatique qui est de plus en plus intense et dont il faut tenir compte lorsque l'on prend des décisions. Lorsque à chaque fois que, messieurs les décideurs, vous faites un marché public, lorsque à chaque fois, messieurs les artisans, vous faites des propositions pour tirer les prix, pour essayer de conforter et qui ne vont pas justement vers ce sens-là, on ne va pas dans le sens de la résilience et de l'adaptation qui est ultra nécessaire pour la Martinique. 10h43, on a envie de vous écouter encore. J'adore l'énergie, mais en tout cas, Bernard voulait prendre la parole, Hervé également et Juvénal. Vous allez pouvoir échanger entre vous. Bonjour Bernard. Oui, bonjour. Allez-y, on vous entend, on vous écoute maintenant. Je pense que ma question est en rapport avec votre émission. Si vous nous appelez, certainement, donc posez-nous la question, on vous répondra. Je voudrais savoir, qu'est-ce qui autorise un promoteur à construire en propriété horizontale au lieu de lotissement? Et comment en sortir? Parce que chez moi, dans la zone où j'habite, je subis depuis 4 mois une intense odeur olfactive et ça me gêne énormément. Alors Bernard, je crois qu'on va garder vos coordonnées. Là, on est un petit peu hors sujet par rapport à notre thématique du jour. Hervé, je vous vois réagir, mais bon, je pense que là, c'est une question de droit. Donc, l'avocate sera avec nous jeudi matin, même si chacun pourra aller de sa réponse. Mais l'avocate sera avec nous jeudi matin, 9h. On va prendre vos coordonnées simplement à Bernard et on amènera cette question. Juvénal, bonjour.
Oui, bonjour Frédérica, bonjour à tes invités. Oui, j'ai bien entendu ce qui se passe parce que c'est vrai, j'ai bien entendu dernièrement, pour ne pas citer le RPAC, Madame Haute-Boussard parler du plus qui est modifié. Écoutez bien là où je vais arriver. C'est-à-dire que nous avons des politiques qui nous imposent. Et quand je dis impose, quand on regarde dans les campagnes, il fait frais dans les campagnes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de climatiseur. Parce qu'il y a une verdure. Ah, oui, c'est ça. Et parce qu'il y a une verdure. Et nous constatons, c'est vrai, Frédérica, toi-même tu l'as dit, hier, quand on construisait, on regardait du nord au sud. Donc, il y avait le vent. Et les anciens, quand ils construisaient leurs maisons, on voyait qu'il y avait une fraîcheur, il y avait une façon de mettre des ouvertures. Aujourd'hui, dans les villes, je prends par exemple à la Dillon, on ne peut pas rester dans la maison, il faut qu'on ait un climatiseur. Et le climatiseur, c'est vrai qu'il envoie du frais, mais il envoie aussi de la chaleur dehors. Et la chaleur dehors, personne ne peut rester. Et on construit de jour en jour, on construit des clapiers, pour ne pas dire des cages à lapins. Mais les cages à lapins, ils n'ont pas d'arbres à côté. Moi, je dis qu'aujourd'hui, c'est vrai, on doit construire, mais on doit construire aussi des arbres aussi qui amènent la fraîcheur. Dans un désert, où vous, quand vous avez une voiture, vous êtes dans la chaleur, ou quand il y a un papier bois et puis l'autoa, ou quand il y a un petit courant d'air qui a fait, et là, on construit, mais il n'y a pas l'à côté, c'est-à-dire le bien-être, le bien-vivre. Et quand il construit, c'est l'argent qui va parler, tout c'est l'argent. Et puis on s'en fout et de celui qui habite dans le bâtiment. Quand il dit il est climatisé. Et comme la dame dit de dire, vous avez vu le montant que ça coûte par année sur la facture. Moi j'ai une dame qui me dit, ah ouais, je vais payer un peu d'électricité. On va dire, pourquoi payer l'électricité pour qui? Ah, moi obligé de dormir et climatiser. Mais voilà la chose qu'on dit chanter. Voilà la chose. Alors, c'est ça que je voulais dire. Merci beaucoup. Ben là, il a fait un peu le tour, vraiment. Et là, ce sont des réalités, c'est du vécu. C'est pas juste des idées. Des arbres en ville, revégétaliser. Et ça amène une théorie. Merci beaucoup, Juvénal. Merci pour l'intervention. Et ça amène une théorie que je voulais évoquer, que j'aime beaucoup, c'est la théorie du manguier. En fait, assis sous un manguier, a priori, personne ici n'a déjà eu chaud. On a toujours cette sensation de fraîcheur sous un manguier. Et comme il a dit, quand on roule et qu'on a trop chaud, qu'est-ce qu'on fait? On cherche un arbre là où il y a un peu. C'est ça, et aussitôt qu'on se met à l'ombre. Et en fait, de façon plus scientifique, on a mesuré avec des capteurs la température et l'humidité, justement, qu'on évoquait tout à l'heure, et on a montré que à l'ombre et avec un petit peu de ventilation sous un arbre, on n'a jamais chaud en Martinique. Enfin, on n'a pas chaud 99% du temps. Pourtant, la température, il n'y a pas 10 degrés d'écart, mais on a plus chaud. C'est ça. Bizarre, et c'est lié à deux choses. Donc déjà, c'est que sous un arbre, on a la température ambiante, donc on n'a pas chaud, et c'est que si on a chaud dans notre maison et pas sous un arbre, c'est que notre maison est moins bien conçue que l'arbre, déjà. Et on a mesuré justement la température à l'intérieur d'un logement, une maison standard, on va dire, à l'intérieur et à l'extérieur. On a montré que la maison était toujours à 29 degrés toute la journée, même quand il faisait 24 degrés dehors la nuit. Donc il faisait jusqu'à 5 degrés plus chaud dans la maison que dehors. Donc en fait, aujourd'hui, au lieu de faire des maisons qui gardent la fraîcheur, on fait des maisons qui gardent la chaleur. Ou qui laissent entrer, ou qui gardent la chaleur, même pas qui laissent entrer, parce que des fois, il fait plus frais dehors que dedans. C'est ça. Donc c'est des maisons qui chauffent. Comme disait Martine, on fait des boîtes aujourd'hui, qui sont pas du tout liées à l'extérieur. On fait des boîtes. Et on en fait toujours. Le drame, c'est qu'on le sait et qu'on en fait toujours. Et qu'actuellement, toutes les grues qu'on voit absolument, et quand on regarde à côté, à Étangs-Abricots, partout en Martinique, et on voit encore des grues, alors qu'on a une population quand même qui est en diminution. Je comprends même pas comment est-ce qu'on voit encore des constructions qui se font, alors qu'on sait à quel point le BTP est pourvoyeur de tout ça. Et enlève pour nous une extrême résilience. Je veux dire, à chaque fois, on artificialise encore des éléments, on enlève encore des arbres, on enlève toute cette résilience qui est hyper nécessaire pour nous, tous ces arbres qui sont notre manière à nous de nous protéger de tout ça, notre meilleure manière de nous protéger de tout ça. Les bosses, les ravines, parce que là, quand tu habites dans des couloirs d'air, t'es content, mais quand tu es sur un truc plat comme ça, et puis l'air, et puis la chaleur, elle reste, tu crèves, quoi. 10h49, on a des messages à diffuser, on le fait maintenant. Les ou papa ou ben maman ou toujours les protéger ichou, c'est normal, mais nous pas toujours savent qui manier pour faire.
Dit toute manière, pour protéger yo du cancer HPV, ça simple. Ou peut faire yo vacciner qu'à un docteur, en pharmacien, en sage-femme, en infirmier, ou bien dans un centre de vaccination. Vaccination bon depuis 11 ans pour Tifi contre bon l'homme. Et actuellement, ou pas qu'à payer à dans ces collèges là-bas élèves 5e. Pour goumer contre ces cancers à dit demain, c'est jeudi à faut nous agir. Ça au fini temps, c'est un message du ministère qui charge de santé nous et de l'Institut national du cancer. Une première victoire, on s'en souvient. Ah oui, je m'en souviens. Je venais de regarder les athlètes se dépasser pour un podium. C'était dingue. Alors quand je me suis retrouvé devant l'ascenseur, je me suis dit, bah moi aussi je vais me dépasser. Je vais monter par l'escalier. Depuis, je le fais tous les jours. J'habite au 5e. 75 marches pour monter et pareil en descente. 4 fois par jour. J'ai fait le calcul, ça fait 2100 marches par semaine. C'est parfait pour rester en forme. Et puis c'est une petite victoire personnelle. Et en plus, j'ai motivé des voisins à faire pareil. Après les Jeux, on continue. Bouger 30 minutes chaque jour, c'est simple et ça fait du bien. Ceci est un message du gouvernement. La première. Toutes vos questions au 63 23 23. Mieux vaut le savoir. « 10h50 sur notre antenne. La question de Bernard, on y reviendra, il parlait de construction verticale, construction horizontale. Ça aussi, des fois tu vas en commune, tu achètes ton petit bout de terrain, tu as fait ta petite maison basse, tu as la vue comme ça, circulante, et que tu as que tes arbres, tu as tout fait quoi. Un coup, boum. Et puis boum, voilà, 6 ans, 7 ans, 8 ans après, ou je sais pas, 10 ans, tes arbres fruitiers commencent à bien pousser. T'as un mur qui vient se construire devant chez toi. Bernard, on en reparle jeudi matin. Hervé Tillet, vous êtes mieux installé peut-être pour une intervention à l'antenne qui soit claire. Oui, vous m'entendez là? Oui, allez-y. Bien, c'est parfait. Non, je voulais intervenir sur plusieurs points. Alors, tout d'abord, dire que l'entrepreneur n'est que l'exécutant qui est au bout de la chaîne. Oui. Il y a avant nous des architectes, il y a des concepteurs de projets, celui qui achète le foncier qui est de plus en plus rare à la Martinique, ce qui fait qu'on se retrouve avec des aberrations. Un immeuble à côté, une maison qui avait été là depuis des années, elle est basse et on vient couper le vent de cette maison. Donc, bien évidemment, la personne a plus chaud une fois que l'immeuble a été construit devant. Maintenant, il y a aussi dans nos professions des métiers qui organisent la partie paysager, le volet paysager qui doit venir en complément de tout ce qu'on peut mettre comme aménagement, comme matériaux pour éviter qu'on ait trop chaud dans l'habitat. Mais de là à dire que nous construisons aujourd'hui des maisons fours, c'est pas tout à fait vrai, c'est pas vrai du tout même. Bien évidemment, nous faisons des constructions en rapport avec le foncier qui nous est proposé et avec l'existant. Et maintenant, on utilise aussi énormément de matériaux absorbeurs d'énergie, absorbeurs de chaleur, les doubles parois, le placo, les isolations thermiques, phoniques. Quand on en a les moyens. Sur beaucoup de logements, c'est devenu des habitudes dans la mesure où ce sont des matériaux qui permettent d'aller assez vite et en plus qui réduisent la chaleur. Maintenant, le Martiniquais n'est pas tout à fait tout le temps d'accord avec l'utilisation de ces matériaux-là. On a des habitudes de briques, d'enduit et de peinture après, alors que le placo, à certains moments, à condition qu'il y ait une bonne filière de traitement de ce déchet-là, aussi. Et finalement, tous ces éléments-là, toute cette conversation que nous avons ce matin est liée à un ensemble de petites choses qu'il faut faire pour qu'on puisse être au top. Mais il ne s'agit pas de stigmatiser telle ou telle profession en disant que lui, l'artisan construit encore des cases à lapins. Je ne laisserai pas dire ça ce matin parce que nous, artisans, nous avons bien évidemment, comme tout le monde, besoin de travailler et d'exécuter les projets qui nous sont proposés. Et ces projets qui nous sont proposés sont de plus en plus réfléchis puisqu'ils sont sanctionnés des fois par des primes ou par des contraintes et des demandes d'organismes qui réclament justement qu'on utilise moins d'énergie. Donc l'État progressivement a mis en place un certain nombre de choses. Ça fonctionne beaucoup mieux en Martinique avec les primes Rénov', les primes pour organiser les maisons bioclimatiques, etc. Mais en Martinique, la problématique de la chaleur, elle est de plus en plus importante et
et nous pénalise de plus en plus. Et c'est pas forcément le Martiniquais qui fait qu'aujourd'hui il fait plus chaud à la Martinique. Hein. C'est quand je survole. C'est pas le propos, on va perdre de temps pour cette réponse là-dessus, mais c'est pas le propos, et on l'a dit, on l'a bien vu que c'est pas en Martinique, c'est sur la terre entière, et que même des pays d'ailleurs où il y avait de la glace, pas même été glace, ces pays qui étaient où il y a des hivers, pas d'hiver. Donc on le sait très bien, donc c'est un problème qui est planétaire, et à notre petit niveau de la Martinique, on vit, là on est en train de parler de vivre. En train de comment vivre dans ces maisons et comment faire des maisons qui nous aident encore à vivre, hein, et sans forcément non plus justement sanctionner. On n'est pas là pour sanctionner ce qui a été fait, mais en train de se dire qu'il va quand même falloir que ce soit les constructeurs, ce soit les propriétaires, les habitants, l'État aussi, à un moment décider que qu'il faut vraiment changer. Hein, Théo. C'est exactement ce que j'ai dit, Federica. J'ai dit qu'il faut un ensemble de comportements. Non, vous avez dit que c'est pas l'entrepreneur. On n'a pas dit que c'était les constructeurs. D'ailleurs, on est en train de reconnaître qu'ils ont des obligations, qu'ils appliquent des trucs, que les clapiers sont souvent d'ailleurs du collectif, et le collectif, ce sont des marchés. Ils sont des marchés, et on leur donne avec des éléments imposés. On est là en fait pour parler de responsabilité collective. C'est-à-dire qu'on a tous notre part de responsabilité. On n'est pas là pour dire qu'il y a une personne précisément qui est le problème. On est là pour dire qu'à toutes les échelles, tous les maillons ont leur part de responsabilité. J'aime bien entendre ça, c'est parce que j'ai entendu tout à l'heure, mais j'aime bien entendre ça. C'est ce qui a été dit plutôt. Sauf que chacun était pointé du doigt. Même le particulier qui dit qu'il veut mettre la clim pour dormir, même nous-mêmes, quoi. On a chacun une responsabilité, on a pointé tout le monde. C'est ça, on est tous responsables. Donc aussi bien nous, quand on veut construire ou rénover une maison, en fait, en tant que client, que l'architecte, que l'entrepreneur qui aussi peut avoir un rôle de conseil. Donc il est tout à fait capable d'accompagner pour dire ce qui est pertinent ou non pertinent, ou de façon plus générale, les décideurs, les donneurs d'ordre, etc. On a tous notre part de responsabilité, et le but, c'est qu'on en ait tous conscience. Il faut qu'il y ait un déclic dans la mesure où nous avons, par exemple, chez nous, des architectes paysagers qui sont sous-utilisés par le particulier. Bien souvent, les architectes paysagers sont utilisés sur les grands projets. Mais sur le particulier pense toujours que ça va coûter très cher d'appeler un architecte paysager de façon à placer les arbres dès la construction pour pouvoir justement créer cet environnement plus calme, moins chaud autour de l'habitat. Et c'est vrai qu'on n'a pas ce déclic. À ce titre-là, justement, j'aimerais parler d'une plateforme qui a été créée pour les Outre-mer précisément sur le bâtiment durable, une plateforme qui s'appelle Pergola, qui est notamment portée par l'association Kebati, qui est notre relais sur ce sujet du bâtiment durable en Martinique. Et donc on a une plateforme qui centralise toutes les ressources sur du bâtiment durable, que ce soit la ventilation naturelle, les protections solaires, des outils aussi. Il y a des outils qui ont été mis en place pour aider justement à concevoir des bâtiments, que ce soit des lycées ou des maisons, de façon bioclimatique, et tous ces outils sont accessibles au grand public et gratuitement sur cette plateforme qui s'appelle Pergola. Je pense par exemple à Macaz Rénov, qui est un outil qui a été développé il y a un an ou quelques années, je ne sais plus, et qui permet à chacun de faire un diagnostic de sa propre maison en rentrant 2-3 caractéristiques qui lui permet de faire une estimation du niveau de performance de sa maison et des travaux à amener pour améliorer le confort et les consommations d'énergie de sa maison. En prenant en compte ces éléments, Hervé Tillet, est-ce que ça reste toujours rentable pour vous, les artisans et entrepreneurs, de construire ou d'imaginer des maisons de demain sans clim? Oui, ça peut être rentable et une nouvelle manière de penser, de construire, de faire de mettre notre petite pierre à l'édifice de façon à ce qu'on puisse rendre les maisons effectivement moins chaudes, mais avec de nouvelles techniques. Et puis, ça peut être aussi l'occasion de créer un nouveau style architectural et que ça soit aussi joli, aussi sympathique que ce qu'on fait aujourd'hui avec nos maisons 4 pans, style créole, etc. Les anciennes techniques ne seraient pas suffisamment performantes ? Les anciennes techniques étaient justement très performantes. Déjà, on avait des maisons plus aérées. Il faut peut-être rénover vers ces anciennes techniques. Plutôt que faire du neuf. Rénover vers ces anciennes techniques aussi, me paraît. Il faut l'envisager. Il faut envisager aussi de construire. Quand on construit, de construire beaucoup plus petit aussi. Enfin, il y a plein de choses sur lesquelles on peut agir. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas se dire qu'on va continuer dans ce monde en faisant de plus en plus de choses. Et ça, je crois que chaque profession aussi doit l'aborder. Le fait qu'en Martinique, il faut qu'il y ait moins de construction
construction neuve, je pense que collectivement, nous devons mettre ça aussi sur la table parce qu'il faut qu'il y en ait moins. Et il faut aller vers plus de rénovation. Mais bon, ça, Hervé Tillet le sait parfaitement, vachement mieux que moi. Donc, je ne vais pas le lui redire. Même si, mais je pense que collectivement, on doit quand même arrêter de voir tout ça. Et on a un poids. Et ce que je veux dire, c'est que la santé doit revenir au cœur. La santé, mais des artisans déjà, de ceux qui vont construire sous cette chaleur. Okay, parce que leur santé est énorme. Il y a d'ailleurs un point qui est passé, je ne sais pas, peut-être que tu vas éclairer Hervé sur ça. Il y a en fait, il y a la possibilité de mettre en chômage technique dans le BTP pour les alertes canicules. Je crois que ce n'est pas traduit parce qu'il n'y a pas d'alerte canicule chez nous. Et il faut absolument pouvoir le traduire. Ouais, voilà, il faut absolument pouvoir le traduire chez nous pour protéger absolument toutes les personnes qui travaillent dehors et notamment en première ligne les artisans du BTP, les agriculteurs, mais aussi les cuisiniers par exemple. On n'y pense pas assez. Et on n'y pense pas. Et il y a encore 2 jours, j'ai une discussion avec un jeune homme qui pendant 1 mois a souffert. Il y a eu des traitements suite à ces travaux qu'il faisait dans le BTP. Exact. De ce qu'il a souffert de la chaleur. Federica. Ce sera le prochain sujet de notre... Ce sera le prochain sujet de notre rencontre. Il est 11h. Merci d'être venu aujourd'hui. Retrouvez Mieux vaut le savoir en podcast sur notre site martinique.lapremière.fr. La première. Il est 11h sur notre antenne. J'ai dit, elle s'est lancée les alertes. Voici France Inter. À demain, bonne journée.